Et ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter 10 champignons comestibles, je vais vous apprendre à les reconnaître, vous dire où les trouver, comment les cuisiner. Bref, je vais vous donner tous mes conseils, tous mes astuces. Allez c'est parti, on voit tout ça après le générique. Le premier champignon c'est le bolet à pied rouge. Donc on le reconnaît bien avec son pied qui est ponctué de points rouges. Donc tout partout sur le pied, on va observer ces petits points rouges caractéristiques. Donc on n'a pas de réseau contrairement au cep. Avec son chapeau qui est marron, un peu un aspect velouté. On peut également regarder ses pores qui sont rouges, orangés. Et regardez quand on les écrase, ça devient bleu. Donc ça c'est caractéristique au bolet à pied rouge, qui a un bolet bleuissant, donc il bleuit quand on l'écrase ou qu'on le touche. C'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydation avec l'air. Alors la chair, c'est comme les pores, elle est jaune au départ et elle devient bleue. Donc regardez ce changement de couleur. Ça se fait assez rapidement quand même. Alors contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le fait qu'un champignon bleuisse ne veut pas forcément dire qu'il est toxique. Bien évidemment, il y a des champignons qui bleuissent qui sont toxiques, mais on a par exemple le bolet à pied rouge qui est totalement comestible et pourtant il bleuit également, donc ça ne veut absolument rien dire. Alors si vous voulez cuisiner le bolet à pied rouge, il faudra bien faire attention au niveau de la cuisson, car c'est un champignon qui est toxique cru, donc pour éliminer ces toxines, il faut le cuire pendant au minimum 20 minutes. Donc après 20 minutes, vous pourrez le consommer sans souci, mais faites bien attention à ça. Pour trouver ce délicieux champignon, il faut principalement se rendre sous les feuillus. Donc ici on est sous hêtre, il y en a encore là on voit bien toutes les feuilles, on a du chêne. Donc hêtre, chêne, c'est vraiment de bons arbres pour le bolet à pied rouge. Allez ici, la chanterelle en tube. Donc on peut voir son chapeau qui est creux, juste ici un chapeau creux, un peu en forme d'entonnoir. Là, on voit bien la forme d'entonnoir. On peut voir quand le chapeau est jeune qu'il est un peu jaune, jaune clair. Quand il va vieillir, il va devenir brun, brun foncé, parfois même assez noir. Sous le chapeau, on aperçoit ce qu'on appelle des plis. Ce ne sont pas des lames, mais ce sont bien des plis, caractéristiques à la famille des chanterelles. Donc là, on voit très bien les plis qui, quand ils sont jeunes, ils sont jaunes. Là, on voit les plis qui sont jaunes, parce que c'est une jeune girole, une jeune chanterelle. Et ici, quand ça vieillit, ça devient gris, de plus en plus foncé. Le pied est jaune, assez fin, et il est creux, d'où son nom, chanterelle en tube. C'est un champignon qui ne pousse jamais seul. Elle forme ce qu'on appelle des tapis. Donc elle pousse vraiment sur une zone assez large. On va en trouver plusieurs au même endroit. Quand vous voudrez consommer la chanterelle en tube, il faudra l'ouvrir en deux pour nettoyer l'intérieur du tube. Car très souvent, il y a des bêtes et des crasses qui vont se mettre dans ce tube, donc c'est mieux de les enlever. Ensuite, vous pouvez les consommer comme vous avez envie. Vous pouvez également les conserver en les séchant. Elles se prêtent très bien à ce mode de conservation. Pour trouver ces délicieux champignons, il faudra vous rendre dans les forêts composées d'épicéas, et souvent avec de beaux tapis de mousse, comme ici, on a plein de mousse. J'en trouve également sous feuillus, principalement sous hêtre, mais on peut également en trouver aussi sous chêne, également dans les mélanges. Donc si vous avez un épicéa avec du hêtre, c'est vraiment un très bon endroit aussi à prospecter. Allez, troisième champignon. Donc c'est le laccaire améthyste, Laccaria amethystina en latin. Donc on le reconnaît bien parce que c'est un petit champignon vraiment tout mauve. Donc le pied, les lames, le chapeau, tout est mauve sur ce champignon. On peut voir qu'il a un chapeau vraiment tout rond, assez petit. Les lames sont assez espacées. Donc on voit vraiment bien, c'est des lames assez espacées, contrairement à d'autres champignons qui ont les lames serrées. Il a un pied fin, assez coriace, vraiment assez fibreux. Donc si vous souhaitez consommer ce champignon, il faudra retirer le pied. Donc il faut le couper comme ça. Donc il faut vraiment garder simplement que les chapeaux. Et vous pourrez les cuisiner comme ça, comme vous avez envie. Mais attention avec ce champignon, c'est qu'il retient énormément la radioactivité, les métaux lourds, bref la grosse pollution. Donc il faut en manger en très très petite quantité. Il faut vraiment pas en faire des assiettes tous les jours. Bref, faites très attention. Et alors un autre truc avec ce champignon, c'est que c'est un champignon qu'on appelle hygrophane. Donc ça veut tout simplement dire que c'est un champignon qui réagit à l'humidité ambiante. Donc regardez ici, ça c'est un champignon qui a poussé avec un air assez humide. Et ça c'est un champignon qui a poussé avec un air assez sec.
Donc on voit qu'il s'est éclairci, il s'est blanchi. Il a tout simplement un peu séché. Et on voit bien que c'est vraiment les deux mêmes champignons. C'est vraiment les mêmes lames et tout. C'est bien de la Kerametis. Alors pour trouver ces délicieux champignons, il faudra principalement se rendre dans les forêts de hêtres. Donc comme on le voit ici, on a plein de hêtres. Il y en a plein partout. C'est vraiment dans ce genre d'endroit que j'en trouve le plus. Au niveau du sol, il n'est pas trop difficile. Mais ça sera surtout sous les hêtres. Donc tous les petits chapeaux blancs là qu'on voit, c'est des lacquers améthystes. Et on peut voir que ceux-ci, ils ont vraiment très soif, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc là, on voit vraiment bien, il est tout blanc d'ailleurs. Et il y en a tout plein. Allez, ici le Sparadis crépus. Donc on le reconnaît bien tout d'abord avec sa forme assez dense, d'éponge, un peu de chou-fleur. Ça, c'est vraiment caractéristique au Sparadis crépus. Il y a très peu de champignons qui ont cette forme. Ensuite, on peut voir qu'il a une couleur blanc jaunâtre, un peu beige. Un autre truc très caractéristique au Sparadis crépus, c'est qu'il va pousser sous les pins, donc toujours à côté de son pin. On peut voir ici qu'on en a un, donc on reconnaît bien l'écorce qui a plein de petits morceaux sur son tronc, et on reconnaît bien les aiguilles qui sont par terre. Donc ça, c'est vraiment, il est toujours associé à son arbre. Alors pour éviter de le confondre avec une autre espèce de Sparadis, c'est de regarder son extrémité. On peut voir que c'est très crépus, très frisé. Regardez ici, c'est vraiment très frisé. Donc ça, c'est très important pour le reconnaître. D'ailleurs, c'est écrit dans son nom, Sparadis crépus. Et un truc qu'il n'y a qu'avec le Sparadis crépus, c'est quand vous le coupez, il va repousser sur les côtés. Donc une fois que vous avez fini, vous le coupez. Et vous allez voir sur les côtés, certains endroits, vous aurez des nouveaux petits Sparadis crépus. Donc il n'y a vraiment qu'avec le Sparadis crépus que ça se produit. Et comme ça, vous pourrez en recueillir quelques jours plus tard. Et bah, regarde ici, qu'est-ce que je viens de trouver? Donc je viens de trouver l'amanite rougissante. Donc on la reconnaît bien avec son chapeau, avec des petites écailles. Donc là on le voit bien, on a plein de petites écailles. On peut voir qu'elle a des lames blanches assez serrées. Elle a aussi un anneau blanc strié. L'élément le plus important pour la reconnaître, c'est de regarder la base de son pied. Et ici on peut voir qu'elle rougit. Donc d'où son nom amanite rougissante. Donc on peut voir qu'on a des teintes vineuses, un peu rouges. Ça, c'est très important à retenir, car si vous ne voyez pas ces traces un peu rouges, vineuses, c'est que vous êtes peut-être en présence de l'amanite panthère ou de l'amanite épaisse, qui elles n'ont pas ces traces rouges. Donc retenez bien ça. Sur le chapeau, on voit également des petits points rouges, donc des traces rouges. On le voit un peu sur tout le champignon de manière générale. Donc c'est un champignon délicieux, mais attention, si vous voulez le consommer, il faudra le cuire au minimum 20 minutes, car il contient des toxines crues qui sont détruites à la cuisson. Donc surveillez bien la cuisson, minimum 20 minutes. Et après, c'est un champignon délicieux. Pour le trouver, il faudra se rendre dans les forêts principalement composées de hêtres. Ici, on en a un très gros. Et je l'ai trouvé juste ici, donc c'est très souvent sous hêtres que je les trouve. Et pour éviter de le confondre, retenez bien qu'il a des teintes rougeâtres, vineuses. Parce que si vous ne voyez pas ces teintes rougeâtres, ça pourrait être deux autres espèces toxiques qui sont l'amanite panthère ou l'amanite épaisse. Donc retenez bien que ça doit être rougeâtre. Et bah regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a un beau cèpe de Bordeaux. Alors celui-là, il est vraiment hyper connu. La plupart des gens le connaissent parce que c'est vraiment le meilleur des champignons comestibles, en tout cas je trouve. Et c'est vraiment celui qui est le plus majestueux, un gros champignon comme ça, qu'on trouve dans les bois. Alors le chapeau, pour le reconnaître, il est brun. Donc là on voit très bien, il est brun, un peu troué par les limaces. Sous le chapeau, on va apercevoir ce qu'on appelle des pores. Donc ici elles sont blanches, jaunes très claires. Mais une fois qu'il vieillit, elles deviennent jaunes, un peu verdâtres. Si on aperçoit, on voit là un réseau. Ça c'est très caractéristique au cèpe de Bordeaux. Si vous ne voyez pas ce réseau, il faut peut-être se demander si c'est pas un bolébé, car énormément de gens le confondent. Mais ici on voit très bien le réseau. Le cèpe de manière générale a un très gros pied, un pied assez obèse, assez ventru. Donc là on le voit bien, c'est pas un pied fin, c'est vraiment un gros pied. Alors un petit détail qu'on remarque, pas tout le temps, mais on le remarque quand même assez souvent, c'est le bord du chapeau. On aperçoit un petit liseré blanc. Donc là on le voit bien, un petit liseré blanc vraiment sur le bord du chapeau. Malheureusement il est bouffé, donc je ne sais pas vous le remontrer. On le voit un tout petit peu là. Donc ça aussi c'est caractéristique au cèpe de Bordeaux, là on le voit bien. Le petit liseré blanc. Si on casse la chair, il n'y a aucun changement de couleur, donc c'est pas comme le bolet à pied rouge.
il a une chair immuable, on appelle ça une chair blanche qui va rester blanche. Alors si vous voulez savoir où trouver ce champignon, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc je l'ai intitulé Où trouver des cèpes. Normalement vous la trouverez assez facilement. Alors pour le consommer, on va nettoyer la base du pied avec un couteau. Donc on va le tailler proprement. On peut frotter avec un pinceau les petites traces de terre ou la mousse qui reste sur le chapeau. Ensuite je vais le couper, habituellement je le coupe en lamelles. On peut le faire à la poêle et après vous faites comme vous voulez vraiment. Dans des pâtes, comme vous voulez franchement. En poêlée, en omelette, c'est comme vous préférez manger les champignons. Comme les champignons des bois normaux. Donc maintenant le bolet B. Donc on peut voir qu'il a des pores jaunes comme le cèpe. Mais regardez, magie, quand on les écrase, ça devient bleu, donc ça bleuit. Comme le bolet à pied rouge. Si on regarde bien, on n'a pas de réseau contrairement au cèpe de Bordeaux. Donc on voit bien le pied, il est un peu jaune brun. Mais il n'y a aucun réseau. Pas du tout. Le chapeau est un peu comme celui du cèpe, il est brun, un peu un aspect mat quand il est sec. Donc là, regardez comment ça a très bien bleui. Là, on le voit bien. Alors, c'est effectivement un champignon comestible, mais ici, il est bien trop vieux, il est tout mou. Quand on l'écrase, bah, regardez, il se casse vraiment de partout. Et quand on l'écrase, regardez, c'est tout mou. Il est vraiment tout mou, donc il faut vraiment consommer quand il est tout jeune. Ici, il est bien trop vieux, mais quand il est tout jeune, tout frais, encore avec les pores blanches, là on peut le consommer. Donc voilà à quel stade il faut consommer les bolets B. Quand les pores sont encore toutes blanches, il est encore tout ferme, tout jeune. Donc ça c'est le stade parfait pour consommer le bolet B. Quand il est trop vieux, il est vraiment pas trop bon, il est vraiment tout mou, il a une très mauvaise consistance. Mais quand il est comme ça, c'est parfait. Vous pouvez vous régaler. Et alors pour le trouver, on le trouve en grande majorité sous les épicéas. Donc là on le voit bien, on a plein d'épicéas. Sous les résineux, très souvent avec de la mousse, pas loin du cèpe. Ici je suis vraiment à quelques mètres d'un endroit à cèpe. Il pousse vraiment à peu près dans les mêmes endroits. Donc là on voit bien sous résineux, vraiment un très bon champignon. Alors maintenant le pied de mouton. Donc on le reconnaît bien tout d'abord avec son chapeau blanc, crème, un peu beige. Un chapeau assez bosselé, d'une forme assez irrégulière. Il n'y en a pas deux qui vont se ressembler, regardez celui-là. Il est tordu. Très bosselé. Et alors, si on regarde sous le chapeau, on peut voir des aiguillons, donc des petits picots, très caractéristiques à la famille des pieds de mouton. C'est ce qui permet de le différencier de la majorité des champignons. Parce qu'ici, on n'a pas de tube ni de lame. On a bien des aiguillons, donc comme on le voit là, des aiguillons qui s'enlèvent. Donc si vous voyez ces picots, il y a de fortes chances que ce soit le pied de mouton. Bien entendu, il faut vérifier la couleur du chapeau. Il faut vraiment être certain que c'est bien lui. Parce qu'il y a quand même d'autres champignons qui ont des picots, mais c'est beaucoup moins commun. Alors il existe une confusion assez proche, c'est avec le pied de mouton roussissant. Donc il va avoir un chapeau très orangé. Les aiguillons vont également être orangés. Et le pied de mouton roussissant a de manière générale une taille beaucoup plus petite que le pied de mouton. Il est assez petit. Donc voilà comment les différencier. Mais c'est pas trop grave si vous le confondez, car le pied de mouton roussissant est également comestible. Il est juste un peu plus amer que le pied de mouton. Et alors pour le consommer, il est conseillé d'enlever les aiguillons. Donc simplement en les frottant. On peut faire ça sur place si on veut. Après on souffle. Et on fait ça jusqu'à enlever tous les aiguillons. On frotte. Ça enlève l'amertume. En tout cas c'est conseillé. Regardez, voilà. On enlève comme ça. On fait ça sur tout le champignon. Et puis après on peut le mettre dans le panier. Alors le pied de mouton, certains le blanchissent pour enlever l'amertume. Mais ça c'est à vous de voir au fur et à mesure des cueillettes. C'est à vous d'essayer, voir ce que vous préférez. La plupart du temps on le trouve en ligne ou en demi-cercle. Il pousse vraiment en traînée. Mais ici on en a que deux malheureusement. Mais bon, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont apparaître, qui sont cachés sous les feuilles. Donc on verra bien plus tard, on reviendra. Alors on le trouve très souvent dans les feuillus. Même la plupart du temps que dans les feuillus. Principalement sous hêtre, charme, noisetier et chêne. C'est vraiment les arbres principaux sous lesquels vous allez le trouver. C'est un champignon qui est de manière générale assez commun. Donc pas trop difficile à trouver. Quand je vous dis qu'ils ont vraiment des formes irrégulières, bah regardez. Celui-là il ressemble vraiment à rien. Il part vraiment dans tous les sens. Il y a des aiguillons encore ici.
Et j'en ai un deuxième. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à en retrouver. Donc allez, super. Allez, ici, la girole. Donc pour la reconnaître, on peut voir son chapeau qui est jaune, parfois très orangé. Sous le chapeau, on peut apercevoir des plis. Donc ce ne sont pas des lames, contrairement à d'autres champignons comme les amanites. Ce sont des plis épais. Donc là, on le voit bien. Tout ça, c'est des plis. Des plis qui redescendent sur le pied. Donc là, on voit que ça redescend sur le haut du pied. Au début, quand la girole est encore assez jeune, elle va avoir un chapeau vraiment très rond. Mais ici, on peut voir que dès qu'elle vieillit, elle va commencer à être assez difforme. On la trouve généralement en troupe. Donc ici, j'en ai une, deux, j'en ai que 3 malheureusement. Mais généralement, on en trouve facilement une dizaine, voire parfois des taches à plusieurs centaines de girolles. Ça dépend vraiment d'un endroit à l'autre. Et un truc assez bien avec les girolles, c'est qu'on a très souvent une saison très étalée sur plusieurs mois. Donc on va commencer à la trouver à partir de juin avec les girolles pruneuses. Et ensuite, il y a les girolles améthystes, les girolles communes qui vont poursuivre jusqu'à l'automne et très souvent jusqu'au gelé. Comme cette année-ci, à mon avis, elles vont nous suivre jusqu'au gelé. C'est vraiment une très bonne année pour les girolles. Attention à ne pas la confondre avec la fausse girole, qu'on appelle également le clitocybe orangé. Donc pour les différencier, on voit qu'on a des lames sur le clitocybe orangé, contrairement à la girole qui a des plis. De plus, le clitocybe orangé est vraiment très orange et beaucoup plus petit et plus frêle que la girole, qui elle est beaucoup plus charnue. Alors pour manger les girolles, moi ma recette préférée, c'est quand même de faire une petite sauce avec de la crème. Ensuite vous mettez cette sauce dans des pâtes et je vous jure c'est vraiment incroyable, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment la façon que je préfère. On peut également les sécher, elles se prêtent très bien à la déshydratation. Donc si vous voulez en mettre dans des sauces, etc. Et un avantage avec la girole, c'est qu'elle est jamais véreuse. Je n'ai jamais eu une seule girole qui a été véreuse, donc ça c'est un très très bon avantage. Quand on voit parfois les cèpes qui sont remplis de verre, et ben là, il n'y a pas de souci avec la girole. Pour trouver ce délicieux champignon, il faudra vous rendre dans les forêts composées soit de feuillus, soit de résineux, ou même un mélange comme ici. Ici on a de l'épicéa et du hêtre. Et ben regardez, on a de la girole. Et alors au niveau du sol, elle préfère un sol acide, comme la chanterelle et le cèpe. On les trouve très souvent dans les mêmes zones. Alors ici on a la russule charbonnière, donc Russula cyanoxantha, donc à la lumière. On peut voir sur le chapeau qu'on a des teintes mauve, rose, un peu gris-vert. Donc on a ces 4 teintes sur le chapeau. Alors si on regarde sous le chapeau, on peut voir les lames. Et si je les écrase, regardez bien ce qui se passe. Les lames ne se cassent pas, donc elles restent entières. Elles se plient simplement. Et alors, si au toucher, on sent un aspect gras, un aspect un peu beurre, c'est ce qu'on appelle des lames lardacées, donc des lames qui ont un aspect gras et qui ne s'écrasent pas, elles se plient simplement, donc elles ne se cassent pas. Le pied typique, caractéristique des russules, donc si on le casse, regardez bien, hop, ça casse vraiment comme de la craie, donc ça c'est caractéristique aux russules. Et donc on peut voir ici qu'il manque vraiment plein de lames, et c'est un très bon champignon. Ici malheureusement je vais le laisser sur place. Alors pour la trouver, c'est pas compliqué, on peut aller dans les feuillus de manière générale. Ici en l'occurrence c'est des hêtres, mais il n'y a pas de souci si c'est sous chêne, sous charme, en mélange. Donc ici on a également du chêne juste là derrière, chêne et hêtre. Et on a de la russule, donc il n'y a pas de difficulté, on la trouve un peu partout. C'est pas un champignon rare, c'est un champignon assez commun. Et alors quelque chose d'autre avec les lames, c'est qu'on peut voir qu'elles sont assez espacées. Donc elles ne sont pas serrées, elles sont quand même assez espacées. Malheureusement on ne le voit plus très bien. Mais là on le voit quand même qu'il y a assez d'espace entre les lames. Donc ça aussi c'est un caractéristique à la russule charbonnière. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi je te dis salut à toi, bonne cueillette.